question, qu'est-ce que la télémédecine? Donc, la télémédecine, elle a été définie réglementairement, si on peut dire, par la loi Hôpital Patient Santé et Territoire de 2009. C'est une définition très simple. Donc, on utilise les technologies de l'information et de la communication, et la télémédecine donc, met en relation un professionnel à distance vis-à-vis d'un patient ou d'un autre professionnel de santé. Donc comme vous le voyez là, il y a des mots qui peut-être vous parlent pour certains, le requérant, le requis, le téléconsultant. Donc le requérant, c'est celui qui demande la télémédecine. Le requis, finalement, c'est celui qui pratique la télémédecine. Et on a inventé récemment le terme de téléconsultant pour le médecin donc, qui fait la téléconsultation avec son patient. Donc on va d'ailleurs le voir tout de suite. Donc voilà, la définition, c'est celle-ci. Voilà, la téléconsultation, alors je m'excuse un petit peu pour le texte, vous aurez les diaporamas bien évidemment, la qualité du texte. Donc la téléconsultation, dans un premier temps, c'est tout simplement, celle-ci elle est évidente, une consultation entre un médecin et un patient avec une vidéo finalement, donc à distance, avec une captation vidéo pour réaliser cette consultation. Donc celle-ci est assez simple, je vais passer dessus. Donc le décret de 2010 qui découle de la loi HPST a défini la télémédecine comme 5 actes différents. Donc la télé-expertise, là, c'est comme c'est écrit asynchrone, donc c'est-à-dire que le patient n'est pas forcément présent en fait. Donc le médecin demande un conseil à un spécialiste. Donc on va le voir dans la journée. Il y a plusieurs expérimentations qui existent déjà là-dessus. Donc comme la téléconsultation, ce sont des actes qui maintenant sont remboursés par l'assurance maladie selon les conditions que M. Bouchereau va nous exposer tout à l'heure. Donc la téléconsultation, effectivement, le patient est pas forcément présent, la téléexpertise, pardon, le patient n'est pas forcément présent. La télésurveillance, donc là on est sur quelque chose qui n'est pas aujourd'hui financé par l'assurance maladie, mais des choses à titre expérimental, jusqu'en 2022 à minimum. Et donc la télésurveillance, ça permet aux patients ou à un professionnel de santé de recueillir des données, notamment avec les objets connectés, les pulsations cardiaques, des choses comme ça, pour des patients qui sont principalement en maladie, comme on dit, chronique, insuffisance cardiaque ou insuffisance rénale chronique, voilà, pathologie respiratoire, diabète. Donc là, voilà, on a effectivement des données qui remontent aux médecins et qui les analysent donc, dans un deuxième temps. D'où le côté asynchrone, comme pour la téléexpertise. La téléassistance, donc là c'est un acte qui est réalisé par un patient, par un médecin évidemment, et donc qui est assisté en vidéo ou avec des moyens techniques pour permettre de soigner au mieux le patient, même s'il n'est pas présent au moment de l'acte. Donc on est bien sur du synchrone. Là on a l'exemple en Poitou-Charentes, qui fonctionne du télé-AVC par exemple. Il y a une prise en charge d'un patient qui a un AVC, par exemple à l'hôpital Nord-de-Sèvres. Et la téléassistance se met en place avec l'hôpital de Niort, qui lui a des neurologues qui traitent l'AVC. Et donc le médecin urgentiste peut être accompagné par le neurologue du CH Nord pour traiter au mieux l'AVC, en tout cas en première intention, et ensuite le patient est redirigé vers Niort pour permettre un gain de chance pour des habitants qui sont par exemple à Thouars ou à Bressuire. Ça permet de ne pas aller tout de suite à Niort et de pouvoir avoir un premier traitement à l'hôpital Nord-de-Sèvres. Et la dernière définition des 5 axes, c'est la régulation médicale. Donc là, c'est finalement le SAMU qui est concerné. Et comme le disait M. Flamand tout à l'heure, on est de plus en plus vers des liens, vers aussi de la télémédecine pour le SAMU, pour aller plus loin qu'un simple appel téléphonique. Ça peut être des objets connectés qui donnent des informations directement au SAMU, ou même la vidéo à la place de l'appel téléphonique qui permet donc au régulateur de voir le patient. Donc voilà les 5 actes de télémédecine. Ceux dont on va peut-être le plus parler aujourd'hui, c'est la téléconsultation et la téléexpertise. Donc là, c'est une slide qui résume un petit peu ce qui a été dit avant, donc je passe très vite. Les enjeux aujourd'hui donc de la télémédecine, les différents intervenants avant moi les ont présentés, donc on ne va pas revenir dessus. Il y a une notion aussi de rompre l'isolement des professionnels de santé, effectivement dans le cadre d'installation de jeunes professionnels, savoir qu'ils sont encadrés aussi bien en présentiel ou par des professionnels de santé qui sont loin mais qui peuvent les accompagner. Ça peut être un plus aussi pour l'installation des professionnels de santé. Et puis il y a aussi une notion bien évidemment d'optimisation des dépenses par rapport au maintien à domicile et à la rationalisation des transports. Donc ensuite, la stratégie régionale de l'ARS, aujourd'hui, c'est donc évidemment décrit dans le projet régional de santé, donc, qui est voilà, le document de référence de l'Agence régionale de santé. Il y a une concertation évidemment rapprochée, donc vous l'avez vu, tous les gens qui sont
Monsieur Bouchereau qui est à ma droite et Monsieur Drapier qui est à ma gauche. Donc on travaille de concert pour mettre en place la télémédecine dans le territoire. Donc voilà, avec évidemment une partie gérée par le siège et puis un pilotage régional donc, et départemental sur ce type de projet, avec un dossier, donc télémédecine ARS, il y a l'adresse figure plus loin, et puis des appels à candidature surtout, qui sont ciblés, qui nous permettent voilà, de développer la télémédecine, peut-être dans des lieux choisis, pour faciliter la mise en œuvre initiale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense téléconsultation, un médecin généraliste qui voit son patient via un écran, c'est peut-être pas par ça qu'il faut commencer pour sécuriser, et puis pour éviter le côté peut-être anxiogène de la télémédecine. Donc voilà, d'accompagner la télémédecine dans les EHPAD, ou dans les maisons de santé pour un petit peu rassurer la population. C'est quand même une révolution la télémédecine par rapport à la médecine. Donc ça permet de rassurer un petit peu tout le monde. Et donc évidemment le conseil régional aussi est partenaire de la télémédecine et ils vont nous présenter aussi ce qui est réalisé par eux. Donc voilà, je vous ai juste mis un petit peu en détail ce qui a été réalisé. En 2018, il y a eu un appel à candidature pour les EHPAD, donc 3 projets retenus en Deux-Sèvres. 38 EHPAD, il y en avait déjà qui avaient commencé cette démarche de télémédecine avant l'appel à projet. Donc aujourd'hui, on n'a pas 80% des EHPAD qui font de la télémédecine, on a 80% des EHPAD qui sont déjà dans la boucle et qui, à horizon court-moyen terme, vont réaliser de la télémédecine. Donc c'est déjà très important finalement, donc il y a beaucoup d'EHPAD qui travaillent sur le sujet. On a accordé donc des subventions d'investissement de 8 000 € par EHPAD pour qu'ils puissent acquérir un logiciel pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Et puis il y a un mi-temps aussi de coordinateur qui a été financé par l'ARS pour initier le projet. Donc il y a eu donc aussi un appel à candidature sur les unités sanitaires, donc les prisons pour aller vite. Donc un projet retenu en Deux-Sèvres et des subventions d'investissement. Et puis aussi, effectivement, l'ARS avait souhaité accompagner les maisons de santé pluridisciplinaires et les centres de santé. Il y a 8 projets qui ont été retenus au niveau régional, donc voilà, c'était pas tout à fait mature. Il n'y a pas de projet qui a été déposé en Deux-Sèvres, malgré le nombre important de maisons de santé pluridisciplinaires. C'est vrai que le calendrier n'a peut-être pas forcément aidé pour répondre en temps et en heure. Donc, mais par contre, rien n'empêche une maison de santé qui serait intéressée aujourd'hui pour développer la télémédecine de revenir vers nous, évidemment, d'échanger sur même les crédits d'investissement, c'est tout à fait possible, c'est pas fermé maintenant. Et en 2019, il n'y aura pas d'appel à projet sur la télémédecine dans les centres de santé ou les maisons de santé. Par contre, il y en aura un à nouveau pour les EHPAD qui peuvent être accompagnés des maisons d'accueil spécialisées ou des femmes. Donc voilà, l'objectif, c'est effectivement que les 20% d'EHPAD qui pour l'instant n'ont pas répondu à l'appel à projet de l'an dernier puissent répondre aussi et avoir tout simplement 100% des EHPAD des Deux-Sèvres qui aient la capacité de proposer de la télémédecine, alors pour leurs résidents et aussi, comme je le disais tout à l'heure, comme disait M. Flamand, pourquoi pas les personnes qui habitent près de cet EHPAD et qui sont peut-être loin d'un médecin ou d'un hôpital et qui peuvent venir dans le lieu EHPAD pour faire de la télémédecine sans être résident. Voilà. Ensuite, le site de l'ARS vous fournit bien sûr toutes les informations dont je viens de vous parler. Et puis la dernière slide, voilà, c'était peut-être un petit peu sur les grandes étapes d'un projet. Bien évidemment, je l'ai mis en rouge, la rédaction du projet médical doit être faite en amont avec la CEPAM, avec le GIP, avec tous ces acteurs dont on a parlé pour vraiment avoir un projet consolidé qui nous permettra d'être déployé rapidement. La recherche de solutions techniques, c'est évidemment important, mais il faut d'abord bien construire le projet, savoir ce qu'on veut pour pouvoir proposer une télémédecine efficiente. Évidemment, il y a une composante essentielle pour le développement pérenne de la télémédecine, c'est le financement. Et ça, c'est le domaine de l'assurance maladie. Il y a une date importante, le 15 septembre 2018. Pourquoi ? Merci beaucoup, Monsieur Pétrou. Merci de nous avoir... Date importante, donc à retenir. Une date très importante, effectivement, puisque depuis le 15 septembre 2018, la télémédecine est entrée dans le champ conventionnel. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dorénavant, on sort du mode expérimental pour rentrer sur un financement pérenne, sur le même fonds que celui qui finance l'ensemble des soins. En quelque sorte, la télémédecine devient un soin comme un autre. C'est fondamental parce que ça veut dire qu'à partir de là, on pérennise les choses, on rend les choses aussi plus simples, puisque ça devient financé comme n'importe quelle autre consultation. Et c'est vraiment le fond de ce qui est important dans mon propos d'aujourd'hui. Avant de vous présenter, j'ai 7 minutes en gros pour résumer 200 pages de convention médicale. Autant vous dire que c'est quand même une gageure. On va quand même prendre quelques instants sur les principes, parce que ça c'est important.
Et ça, ces principes doivent répondre à des inquiétudes qu'on a pu entendre émerger ici ou là. La téléconsultation, avant tout, elle respecte l'organisation des soins et elle s'inscrit dans le parcours des soins coordonnés. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une médecine hors sol, avec des médecins hologrammes qui seraient Dieu sait où. C'est avant tout une médecine de proximité avec des médecins que le patient connaît, et surtout le médecin connaît le patient. Il faut vraiment retenir ça parce que il faut tout de suite évacuer les craintes qu'on peut avoir qui sont légitimes. Mais dans ce que finance l'assurance maladie, on reste sur les grands principes de fonctionnement du parcours de soins coordonnés avec un médecin traitant, des patients connus de leur médecin. C'est le médecin qui apprécie de l'opportunité d'une téléconsultation, comme il apprécie aujourd'hui les soins qu'il doit donner à ses patients. On garde ces principes-là. Et enfin, parler de coordination, évidemment, c'est aussi parler du DMP, qui devient l'outil incontournable de la coordination. Vous avez tous dans vos pochettes une présentation du DMP. Mes collègues Serge et Nathalie étaient là aussi tout à l'heure pour ouvrir des DMP à ceux qui n'en ont pas. Il va de soi que les actes de téléconsultation, de téléexpertise qui pourront être réalisés ont vocation à, d'une part, enrichir le dossier du patient, mais aussi, à terme, vraiment à être versé dans le DMP. Ça, c'est vraiment des principes réellement importants qui fondent un petit peu la suite de ce qu'on peut faire. Alors, la téléconsultation, David Pétrol le disait, depuis le 15 septembre 2018, l'assurance maladie peut financer des actes de téléconsultation. Si vous avez suivi la presse cette semaine, en 6 mois, donc 8000 téléconsultations remboursées. On est sur évidemment une montée en charge, on est à plus de 700 par semaine et ça continue évidemment d'évoluer. Qui peut réaliser une téléconsultation? C'est la télémédecine, donc ce sont des médecins, mais tous les médecins. Un médecin libéral conventionné, les médecins dans les établissements de santé et aussi les médecins salariés des centres de santé. Donc tout médecin régulièrement inscrit peut réaliser des téléconsultations dès lors qu'il a l'équipement. Mais en tout cas, juridiquement, il suffit d'être médecin pour faire une téléconsultation. Johan l'a évoqué, le sujet des EHPAD est fondamental et c'est pourquoi j'ai voulu quand même m'arrêter quelques instants sur l'EHPAD. Ce qu'il faut retenir, au-delà de ce qui est sur la slide, c'est que la téléconsultation ne change non plus rien au principe. L'EHPAD en tarif global, qui hier finançait elle-même les actes de consultation médicale, demain financera de la même manière les actes de téléconsultation. A l'inverse, ce qui était en sus du forfait des EHPAD sera encore demain en sus du forfait. Donc là non plus, pas de changement, retenez qu'on conserve les principes d'organisation du système de santé. Alors ensuite sur la téléexpertise, ça marche? Oui. Sur la téléexpertise, qui peut en bénéficier? Là, c'est important parce que c'est un tout petit peu plus restrictif, mais quoique. La téléexpertise est pour le moment réservée aux populations les plus fragiles, les plus malades, donc ceux en ALD, atteints de quelques maladies rares hors ALD. Je passe vite, mais toutes les listes évidemment sont entièrement disponibles sous le site amélie.fr. Ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir ça sous Amélie. Pour les zones dites sous-denses, il faut entendre par là les zones conventionnelles, c'est-à-dire quelques territoires. Pour nous, Chef-Boutonne et Celles-sur-Belle, de mémoire sur le territoire qui nous intéresse aujourd'hui. Les résidents d'EHPAD, là encore, on voit bien tout l'intérêt de la téléexpertise pour les résidents d'EHPAD et les détenus, notre population particulièrement fragile et éloignée de la santé. La téléconsultation est entrée en vigueur le 15 septembre 2018, on le disait tout à l'heure. La téléexpertise est encore plus récent dans le champ conventionnel, c'est seulement depuis février 2019. Donc à ce jour, on n'a pas suffisamment de recul pour vous donner les chiffres. On a évoqué effectivement les prérequis techniques et Johan Malidin le présentait dans son diaporama. La téléconsultation est forcément synchrone. Par nature, il faut qu'il y ait un émetteur, un récepteur et que les gens puissent parler à leur médecin. Sur la téléexpertise, ce n'est pas obligatoire. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Ça peut parfaitement être asynchrone dès lors que les outils le permettent. J'ai en tête l'expérimentation sur le territoire, sur Play Cicatrisation. Je te rappellerai tout à l'heure, donc je vais aller très vite, mais typiquement, on est sur une téléexpertise qui est asynchrone. 2 niveaux. Sur la téléexpertise, le niveau le plus simple, le plus basique en quelque sorte,
où là, c'est le seul cas où il n'y a pas nécessairement connaissance du patient préalablement. C'est pour un simple avis très technique. Il y a quelques exemples qui sont mis là, mais lecture d'une rétinographie, d'une spirométrie, ça demande une expertise technique pour le médecin qui va le lire, mais en revanche, il n'y a pas forcément besoin de connaître le patient avant pour donner un avis au médecin traitant qui aura sollicité l'avis du requis. Dans ces cas-là, la rémunération est à 5 € pour le médecin requérant, pour reprendre ce que disait Johan, celui qui a demandé, et 12 € pour l'expert, celui qui aura réalisé l'expertise. Dans quel cas est-ce qu'on va... Ensuite, on a donc un niveau 2, un avis là plus précis d'un patient qui est connu. Typiquement, là encore, c'est le cas de l'expérimentation d'Ossé-Vrienne sur les plaies chroniques, où le docteur Khalifa souhaite voir le patient une première fois avant de pouvoir donner un avis ensuite. On est typiquement dans ce cadre-là, avec là un avis circonstancié, donc sur... Alors on parle des plaies chroniques, mais c'est le cas aussi en cancéro. Et vous voyez les 3 petits points qui sont en bas, c'est pas un effet de style de mon diaporama, c'est le texte conventionnel qui est écrit ainsi. Ça veut dire que c'est pas restrictif. On peut imaginer d'autres cas où c'est nécessaire. Et dans ces cas-là, la rémunération est à 10 € pour le requérant et à 20 pour le requis. Sur la téléexpertise, dans l'immédiat, pour faire simple, très simple même, l'acte de téléexpertise est intégralement pris en charge par l'assurance maladie en tiers payant. C'est-à-dire que le médecin enverra directement sa facturation à l'assurance maladie sans que ça transite par le patient. Pour autant, ça c'est important, le patient retrouve trace de l'acte qui a eu lieu, idéalement sur son DMP, mais à défaut, en tout cas sur ses décomptes. Ça permet lui aussi de voir réellement ce qui s'est passé. Voilà. C'est Jean-Christophe Drapier maintenant qui va intervenir. Jean-Christophe Drapier, vous êtes chef de projet télémédecine au sein de l'ESEA, l'e-santé en action. La télémédecine s'inscrit dans un univers bien plus large qui est celui de la e-santé, on l'a déjà dit. Et dans ce domaine, il faut assurer le lien entre les différents outils numériques, et c'est ce que vous allez nous expliquer. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on parle là de télémédecine, mais avant tout on va parler de e-santé. Et la e-santé regroupe énormément d'actions au niveau, du système d'information. Et on a d'abord le volet principal que tout le monde utilise au niveau des professionnels de santé, qui est le système d'information local. C'est vrai que chaque professionnel de santé, qu'il soit médecin libéral, a son propre outil. On a dans les hôpitaux leur logiciel métier aussi, où on a le suivi du patient, du suivi du patient donc, au sein de l'hôpital. Voilà, tout dans un EHPAD, c'est pareil. Il y a le dossier interne de l'EHPAD, donc c'est le système d'information local. Ensuite, on a donc dans un deuxième focus à l'intérieur donc, qui s'appelle la télésanté et qui va regrouper donc la télémédecine qu'on évoque aujourd'hui avec donc, les 5 actes qu'on a déjà bien détaillés et ensuite tout ce qui est échange et donc le dossier médical partagé, le DMP, fait partie de cette brique-là. On a des dispositifs communicants comme la messagerie sécurisée puisque voilà, on incite plus que fortement les professionnels de santé à avoir une messagerie sécurisée, puisqu'on ne va pas échanger des données médicales avec une messagerie Google, une messagerie Yahoo. Voilà, c'est des données médicales, hein, c'est comme les données bancaires, c'est hyper sécurisé, donc il faut éviter ces échanges avec des matériels non sécurisés. Voilà, donc ces différents échanges, voilà, ces différentes solutions, mécanismes sont regroupés donc dans la e-santé en général. On a aussi des plateformes de coopération et de coordination pour le parcours de soins. Voilà, on a différents outils et tous ces outils doivent être sécurisés et c'est notre travail au quotidien de pouvoir en tout cas démontrer que ces outils sont utiles et sécurisés. Notre autre travail, surtout dans le cadre de la télémédecine, c'est donc d'étudier les besoins, puisque voilà, la télémédecine, ça s'improvise pas. On va pas dire je vais vous mettre un outil et démerdez-vous, entre guillemets. Hein, voilà. On est là vraiment pour connaître le besoin, travailler avec les professionnels de santé pour vraiment savoir ce qu'ils peuvent faire avec la télémédecine. On ne va pas prendre toutes les pathologies non plus, puisque voilà, s'il y a des pathologies où on doit palper le patient, on va peut-être éviter. S'il y a besoin de faire des examens plus approfondis,
on fera d'abord venir le patient et on fera peut-être le suivi après en télémédecine. Mais voilà, donc on doit étudier tout ça, savoir si ça va être de la télémédecine, donc en téléconsultation, de la téléexpertise, de la téléassistance, quels sont les outils à mettre en place. Donc vraiment, c'est très important et c'est là-dessus qu'on travaille avant de parler technique. On l'a évoqué un petit peu, mais c'est vrai que la télémédecine, avant tout, c'est de l'humain. Et donc il y a un patient, il y a des professionnels de santé à mettre en liaison ensemble. Et donc voilà, donc c'est avant tout de l'humain. Et seulement après, on parle technique. Et c'est ça qui est important. Dans beaucoup de cas, on parle d'abord technique et il faut dire stop, stop. Attendez, on parle d'abord humain. Quels sont les besoins du patient? Quels sont vos prérequis? Quels sont ce que vous ne voulez pas voir en télémédecine? Et après, on parlera outils. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut bien remettre à sa place. On va quand même parler un petit peu outils. Désormais qu'on a parlé des besoins avant, on a différents dans l'écosystème. On a donc le DMP qui a été évoqué juste avant, qui est là, on va dire, dans le cas de la télémédecine, pour y déposer les comptes rendus des actes pour que ça puisse être partagé aux différents professionnels de santé. On a une solution qui est au niveau de la région qui s'appelle Téléa, qui est utilisée pour la prise en charge de l'AVC, par exemple. J'étais ce matin à Saint-Jean-d'Angély, donc en Charente-Maritime, pour finaliser les formations pour que l'AVC puisse être pris en charge comme ça. C'est le cas en Deux-Sèvres, par exemple, entre Feuille-la-Besse et Niort depuis le début d'année. Et dans toute la Nouvelle-Aquitaine, on a quasiment tous les sites d'urgence de proximité qui sont équipés pour pouvoir être en liaison avec les UNV de leur territoire. On a un outil historique aussi qui nous vient de l'ancienne Aquitaine, qu'on déploie maintenant un peu partout dans tous les départements, qui est PACO, donc qui est à la base un outil de coordination et qu'on a profité de cet outil pour l'utiliser dans le cadre de la télémédecine et surtout dans la téléexpertise. Certains ont voulu faire de la téléconsultation, donc on y a associé un outil, vous voyez le petit logo là qui est au-dessus, qui s'appelle Cisco WebEx, c'est un outil de webconférence. Voilà. C'est un outil qu'on peut aussi utiliser seul, Cisco WebEx. On a des médecins traitants, médecins spécialistes, libéraux, par exemple, qui l'utilisent pour faire de l'échange, du suivi avec leurs patients, qui sont eux à leur domicile. Voilà. Donc c'est un outil sécurisé, professionnel. Certains diraient on peut utiliser Skype. Certes, on peut utiliser Skype. On va plus favoriser un outil qui est vraiment dédié professionnel, puisque avec Skype, le médecin peut se faire appeler par le patient. Donc avec les hypochondriaques, ça peut être dangereux pour le médecin. Voilà, donc on va favoriser un outil qu'on maîtrise et qu'on peut piloter et en tout cas prouver la sécurité. La messagerie sécurisée de santé, donc, que j'évoquais avant, qui est donc la MS Santé, qui est une norme nationale, on est vraiment sur l'échange qui peut être utilisé dans le cadre de la téléexpertise. Voilà, donc une prise de photo, un envoi d'un ECG, on peut utiliser cette messagerie. Il y a toujours des limites de taille, hein. Voilà, 10 mégas par exemple sur certains, d'autres vont ouvrir un peu plus. Voilà, on a le dépistage de la rétinopathie diabétique, par exemple, qui utilise ça depuis déjà 2-3 ans. C'est intéressant. Et juste en dessous, j'ai mis solution, point d'interrogation, voilà, depuis le 15 septembre, avec l'arrivée donc, de la télémédecine remboursée par l'assurance maladie, quasiment tous les industriels se sont engouffrés dans le marché, hein, et tout le monde veut se mettre à faire de la télémédecine. Même certains qui faisaient que de la messagerie veulent proposer une offre, hein, d'autres qui faisaient de la prise de rendez-vous veulent faire une offre aussi. Voilà. Donc là-dessus, on est là aussi pour aider les établissements, les professionnels de santé, les pharmacies, voilà, tous les professionnels qui peuvent faire de la télémédecine. On est là pour les accompagner par rapport aux besoins qu'on évoquait juste avant. On va regarder quelles sont les solutions qui pourraient convenir à ces besoins. Voilà. La solution miracle, parfaite, n'existe pas. Donc on est obligé bien sûr de regarder, voilà. Et peut-être aussi de se projeter sur des futurs projets qui pourraient être, ou des futures filières qui pourraient être mises pour dire bon ben voilà, celle-là par rapport à ça, pour éviter de changer au bout d'un an, ce qui peut être dommageable pour tout le monde. Voilà. Ensuite, autre service que nous avons donc, et dans lequel le département des Deux-Sèvres est assez bien avancé, c'est la partie imagerie. Imagerie médicale. On ne peut pas l'échanger par de la messagerie sécurisée, ce sont des données trop volumineuses. Hein. Donc, l'Agence régionale de santé a travaillé avec les professionnels de santé pour pouvoir proposer une offre régionale sur l'accès à l'imagerie
Ce projet s'appelle Krypton, voilà, comme Superman avec les rayons X. Voilà, c'est ce petit clin d'œil-là. Et le but, c'est de proposer un package, voire une base déjà minimale pour que les professionnels de santé puissent accéder à l'imagerie qui est produite chez le cabinet libéral d'imagerie, dans l'hôpital, voilà, pour que cette imagerie puisse être accédée et être partagée aussi si le patient à un moment donné doit être transféré d'un centre hospitalier à un autre, plutôt que d'éviter que le patient refasse un IRM, on accède à l'IRM qui a été juste fait quelques heures avant dans le précédent hôpital. Donc voilà, donc c'est ce projet-là. On est même sur du post-traitement, on est sur aussi, et c'est ça qui est très important et quelque chose qui n'existe pas forcément dans d'autres régions, c'est la traçabilité des doses d'exposition aux radiations ionisantes. Voilà, un patient est irradié quand il fait son IRM, et en plus des fois ils peuvent être injectés, donc toutes ces doses, tout ça sont quantifiées et sont accessibles pour éviter que les patients soient surdosés. Dernière slide, rapidement. Voilà, donc comme je disais, au niveau des départements des Deux-Sèvres, nous avons donc l'hôpital Feuille-la-Besse qui est équipé, qui va être équipé avec Niort aussi, et aussi un cabinet privé qui est partagé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, entre Mel et Saint-Mexan. Voilà. Donc on a un début de couverture et on voit que nous sommes quasiment les seuls en vert. Donc les Deux-Sèvres est en avance sur ce projet. Loïc Michaud et Anne-Laure Abizou, référents e-santé à la région. Pourquoi et comment la région accompagne-t-elle le mouvement e-santé ? Merci. Alors effectivement, donc, notre élu vous l'a dit, on a fait adopter une feuille de route santé en décembre 2017 avec un chantier sur l'accès aux soins et la lutte contre la déprise médicale. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons certains dispositifs qui peuvent accompagner et financer des projets de télémédecine. Alors ça va trop vite. Voilà. Alors, un premier AMI, développer la télémédecine. Alors pourquoi ? Pour élargir l'usage de la télémédecine aux acteurs libéraux, médico-social, population fragile, déserts médicaux, personnes âgées, personnes handicapées, en lien aussi avec notre feuille de route Silver Economy, favoriser des solutions techniques accessibles en mobilité, expérimenter en usage de la télésurveillance et accompagner des projets de groupement de professionnels. On s'adresse principalement à des groupements de professionnels de santé. Et sur certains projets innovants, je vous donnerai des exemples à la suite, on peut aussi s'adresser à des entreprises. Alors, quels projets ? Principalement des projets inscrits dans le cadre commun des projets de e-santé, de la ZIP Santé, des activités figurant au programme régional de santé qui contribuent à l'équité d'accès aux soins, des projets expérimentaux. Ah, tu vas plus vite que moi. Alors on nous a dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps. C'est ça. Donc c'est fait exprès. C'est qu'on tiendra à votre disposition tout à l'heure, effectivement, pour avoir des réponses à vos questions. Et des projets intégrant des activités de recherche en santé primaire. Alors, la question qu'on nous pose souvent, c'est pour quel type de dépenses éligibles. Décidément, soit je lis pas assez vite. Je ne fais rien. Alors c'est que c'est un peu petit. Mais c'est peut-être le PowerPoint. Ouais, il a dû être chronométré de façon à ce qu'on ne dépasse pas les 7 minutes. Donc les diagnostics, financement d'élaboration du projet, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'adaptation et validation des dispositifs choisis. Également les tests de cybersécurité qui sont importants dans ce domaine. Ah. Non. Alors l'investissement en équipement numérique, les charges de coordination et logistique autour du projet et l'évaluation des résultats. Alors quel taux d'aide régionale ? Alors on intervient sur 3 ans maximum, les projets ne peuvent pas dépasser cette durée-là. On va faire moduler l'aide de la région en fonction du territoire sur lequel on se situe, entre 30 et 60%, pour des actions structurantes, c'est-à-dire des actions qui sont à une échelle supradépartementale, on peut aller jusqu'à 50%, un plafond à 100 000 €. L'AMI, c'est important de le préciser, il est ouvert en continu, c'est-à-dire que si vous souhaitez solliciter un financement, vous pouvez venir nous voir à tout moment, il n'y a pas de date limite. Il y a un dossier de candidature qui est en ligne avec un cahier des charges sur le guide des aides de la région
pour pouvoir candidater. Alors je vais quand même vous donner des exemples de choses qu'on a pu accompagner parce que ce sera peut-être un peu plus parlant. On est en capacité aujourd'hui d'accompagner des projets territoriaux. On a accompagné, alors moi je suis sur le territoire de l'Aix-Limousin, donc je vais vous parler plutôt de projets en Limousin. On a accompagné en Creuse un réseau de santé qui s'appelle Réseau Combraille en Marche qui associe EHPAD et MSP sur un territoire et on avait financé en 2017 la mise en place de téléconsultations en cardiologie et en psychiatrie. On est aussi en capacité, dans un autre registre, d'accompagner des startups et on a financé une start-up qui fait du suivi de patients à distance, de patients transplantés. Voilà. Et puis je vais peut-être terminer sur celle-là. Loïc, c'est l'AMI Territoire Santé du Futur. Celui-là, je vous en parle très rapidement parce qu'il y a Alors, un petit s'il peu vous plaît, restez bien dans le champ du micro. Ah, excusez-moi. Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, je parle fort. Cet AMI-là, il vise à accompagner des innovations de lutte contre les déserts médicaux et on va au-delà de la télémédecine dans ce cas-là, on va sur l'innovation organisationnelle. C'est un appel à manifestation d'intérêt qui est assez ouvert en fait, on n'est pas fermé à des propositions, donc soyez imaginatifs et revenez vers nous et on vous dira si ça rentre dans ce que l'on peut accompagner ou pas. Voilà, et puis là il y avait les coordonnées des personnes référentes, donc c'est Loïc sur l'Aix-Poitou-Charentes qui suit les projets. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'en ai déjà une, s'il n'y en a pas pour l'instant. Oui, une question là-bas. En attendant que le micro arrive, je vais vous poser moi une question simple, c'est au sein du territoire, comment est-ce que vous travaillez, vous les 4 acteurs, ensemble? Parce que j'imagine qu'il faut coordonner tout ce travail, qu'il n'y ait pas de redondance, parce que sinon c'est une perte de temps. Julien Bouchereau. Oui, alors, on s'est coordonné aussi pour répondre. Mes camarades m'ont désigné. Non, mais effectivement, on a la chance d'avoir un territoire qui est relativement petit, où on se connaît bien, et on a l'habitude de travailler ensemble. Donc, sur ce sujet, mais comme sur les autres, on parlait des maisons de santé pluripro, l'ARS Assurance Maladie, on travaille toujours de concert sur tous ces sujets-là. Sur ce champ-là, il y a ESEA, qui est aujourd'hui un partenaire incontournable. Effectivement, très naturellement, lorsque l'ARS et ESEA a de l'info, il vient vers la CPAM, et vice-versa. Avec le Conseil régional, on l'évoquait tout à l'heure, finalement on se connaît moins. On se connaît moins et on s'est dit que c'était l'occasion aujourd'hui justement de prendre des contacts et de plus travailler ensemble. Je pense que cette journée va nous permettre justement de mieux travailler ensemble, encore une fois sur le champ de la télémédecine, mais comme sur les autres champs sur lesquels le Conseil régional peut intervenir. Merci, oui. Juste pour compléter, parce que c'est quand même très important, les projets que la région peut financer et accompagner ne le sont que lorsqu'ils associent l'ARS et on demande systématiquement l'avis de l'ARS, du JPZA avec qui on travaille beaucoup. Voilà, on a quand même l'habitude de travailler ensemble et de se consulter sur les projets, même s'il est vrai qu'aujourd'hui on ne se connaît pas encore beaucoup sur ce territoire-là. Merci, travailler ensemble par messagerie sécurisée, j'imagine. Presque. Une question. Non, parce que la messagerie sécurisée, c'est important de le dire, c'est uniquement accessible pour les professionnels de santé. Donc nous, on fonctionne avec des messageries normales parce qu'on n'a pas de données sensibles à échanger. Ça va pas fonctionner. Enfin, tant pis, peu importe. Oui, souvent les déserts médicaux, puisqu'on est en pleine ruralité ici, les déserts médicaux vont souvent de pair avec le désert numérique. Moi, j'aimerais savoir quel est le débit minimum pour qu'on puisse travailler dans ce sens-là. Je pense que tout ce qui a été dit est fort intéressant. Ce qui nous manquera, c'est surtout les voies de communication. Donc, il y a des choses qui sont en route. Il y a les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique dans chaque département. Dans les Deux-Sèvres, c'est en route. Mais le temps que tout ça se mette en place, puisqu'il s'agit dans le deuxième étage de la fusée du SDAN dans les Deux-Sèvres, c'est d'équiper tous les services, tous les établissements hospitaliers et de santé du haut débit, voire du très haut débit. Quel est le débit nécessaire? Parce que vous savez très bien que jusqu'à présent, c'est encore la ruralité qui est la plus, le monde rural qui est le moins bien doté de ce côté-là. En gros, on peut avoir la plus belle voiture, si on n'a pas l'essence, ça ne marche pas. Exactement. Donc c'est Jean-Christophe Drac qui va répondre. On est d'accord, c'est vrai qu'au niveau des débits, au niveau d'Internet, en résumé, on conseille fortement d'avoir au minimum 2 mégas montant et descendant. C'est important puisqu'on échange dans la téléconsultation, c'est vrai qu'on reçoit de la vidéo, mais on en transmet aussi la vidéo. Donc c'est vrai que si on en reçoit mais qu'on ne peut pas émettre, le médecin ne verra pas son patient. Voilà, donc ça, c'est important d'avoir de la qualité. Et c'est vrai que je vous rejoins, on a certaines zones, malheureusement, qui n'ont pas forcément de bons tuyaux.
permettant de faire ça. Alors, des fois, on a la chance, on arrive à avoir de la 4G. Donc ça peut sauver, mais des fois, c'est vrai qu'il y a certaines zones qui n'ont ni la 4G, ni les bons tuyaux. 2 mégas, c'est la 4G, c'est ça? Non, des fois, on a même mieux en 4G qu'avec les tuyaux ADSL. Ouais. Voilà. Est-ce que les fournisseurs, justement, d'Internet sont sensibilisés à ça? Alors, peut-être c'est les élus qui peuvent me répondre. Est-ce que les fournisseurs sont sensibles? Ils sont sensibles dans les zones les plus habitées, oui. Il n'y a pas de souci à Niort et dans la couronne niortaise, il n'y a pas de souci. Le reste, il faut que ce soit le département qui s'engage. Non, mais est-ce que vous pouvez travailler avec eux, justement, ESEA Santé? Est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce que vous avez des contacts avec eux? Avec les fournisseurs, non. On essaye de travailler avec les départements. C'est le cas. On a fait une réunion, par exemple, avec le département donc du 79. J'ai fait la même chose en Charente-Maritime, par exemple, où il y a aussi un programme pour la mise en place du très haut débit. Donc c'est vrai qu'on travaille là-dessus avec les départements, surtout, pas seulement les fournisseurs d'accès. C'est plus difficile, ça reste des privés, ils ont d'autres enjeux que des fois le petit village malheureusement de 300 habitants ou de 500 habitants. C'est dommageable, mais c'est la réalité du terrain. Donc on essaye de trouver les meilleures solutions et on compte aussi sur le département pour le très haut débit. C'est vrai qu'on parle déjà de 5G, mais si on pouvait déjà avoir de la 4G partout, ce serait déjà très bien. Une autre question, ici. Une remarque, je viens de Bretagne où on pratique la téléconsultation de façon assez suivie depuis quelque temps. Et la 4G, effectivement, est suffisante. Mais dans la salle, il y a essentiellement des non-techniciens. Il y a très peu de médecins. Donc c'est très bien ce que vous nous avez expliqué, c'est intéressant. On voit que les échanges à très haut débit, de radio, d'examen, sont possibles entre les hôpitaux. Mais ça, pour un maire d'un petit village ou d'une petite ville, ce qui l'intéresse, c'est comment il va sauver l'accès aux médecins d'une façon ou d'une autre. Et bien, comment il va le sauver? C'est sans doute en essayant de stimuler les communautés médicales, les maisons de santé pluridisciplinaires, et en leur disant, voilà, vous êtes 4 ou 5, on va vous aider à faire une salle de téléconsultation, et on va vous expliquer avec des fournisseurs d'accès de qualité comment utiliser cette télémédecine. On ne pourra pas faire grand-chose, on ne pourra pas examiner les patients avec une visioconférence. Par contre, ce qu'on peut faire, je peux vous le dire, je vais vous donner quelques exemples qui vont vous parler. Un enfant qui a des boutons, la maman rentre du boulot, elle ne va pas prendre sa voiture, elle va dans la salle d'attente virtuelle du cabinet médical qui est située même à 40 km, elle montre son enfant, il y a un échange, le médecin dit ça c'est probablement une varicelle, en plus il y en a pas mal dans votre coin, je vais vous envoyer l'ordonnance, et l'ordonnance est envoyée automatiquement. Et l'acte médical est remboursé 25 € au médecin. Donc personne n'est perdant. Tout le monde est gagnant en temps, en déplacement, etc. C'est par exemple un médecin généraliste qui a donné un traitement bêta-bloquant pour une hypertension, qui est ennuyé parce qu'il sait que dans les jours qui suivent, il va y avoir une correction de traitement à faire. Probablement, ça ne sera pas du premier coup que ça va marcher. Donc, 2-3 jours après, il rappelle systématiquement ce genre de patient, ou un patient qui a été opéré, qui est rentré chez lui et qui est un peu isolé, il l'appelle, il fait une visioconsultation, il fait prendre l'attention, et puis par l'infirmière qui est passée, et toutes les infirmières libérales ont un tensionnaire, et on sait à ce moment-là comment on peut agir et rendre le service. Donc moi je suggère aux maires et aux élus des petites communes de développer auprès des dernières communautés territoriales de professionnels de santé qui existent, parce qu'il ne va pas s'en créer des centaines malheureusement. C'est une question de nombre de médecins. Le nombre de médecins en France est en diminution. Peut-être dans 15 ans, mais on en reparlera. S'ils veulent bien s'installer en libéral, c'est autre chose. Eh bien, de les stimuler pour qu'ils utilisent un petit peu la téléconsultation pour dépanner les communes autour, et en leur expliquant que ça ne leur prendra pas beaucoup de temps. Ça sera très efficace pour certaines catégories. Et là, on est tout à fait prêt à venir vous dire comment on peut faire, et à dire à nos confrères, voilà, ces solutions-là, elles marchent, mais vous n'irez pas plus loin, mais celles-là, elles marchent. Merci pour ce témoignage. Il reste 2 minutes pour une dernière question. Alors c'est vrai qu'on parle des médecins, mais il y a l'ensemble des professionnels de santé, parce qu'il y a aussi une délégation de tâches qui est organisée aujourd'hui, et on le voit dans certaines professions, et vous parliez d'humain à ESEA Santé, c'est vrai que c'est important, puisque l'objectif c'est vraiment d'apporter un service plus aux patients. Une dernière question. Oui, vous parliez, je suis praticien hospitalier aussi, et vous parliez du temps médical, mais bon, faire fonctionner une télémédecine à l'heure actuelle, c'est extrêmement prenant. Le plus simple, c'est encore le téléphone,
et même la description d'une éruption de type vésiculeuse, c'est comme ça que vous évoquez, est encore beaucoup plus rapide par téléphone que via un outil Internet où il faut se brancher d'un côté ou de l'autre. Et je ne vois pas à quel moment vous allez trouver du temps médical pour pouvoir passer à communiquer sur un outil qui est balbutiant. Julien Bouchereau ou Joanne Madila, une réponse? Non, bien sûr, la question du temps médical elle est absolument majeure. On ne prétend pas que la télémédecine va résoudre tous les maux de la santé de nos territoires. Bien entendu que ce n'est pas l'un ou l'autre. Bien entendu qu'il nous faudra toujours des médecins proches des gens. Ça n'a pas vocation de se substituer. Voilà. Et après, une fois qu'on a dit ça, comment quand même est-ce qu'on essaie d'apporter des réponses aux questions de proximité et des gens pour qui se déplacer est compliqué? C'est ça le sujet. C'est pas tant le temps médical, parce que on ne va pas en gagner ni en perdre avec ces outils-là. Peut-être au début, effectivement, ça demande un peu d'investissement, mais une fois que ça fonctionne, ça ne demande pas plus de temps. Ça, c'est pas vrai. La vraie question, c'est effectivement comment est-ce qu'on répond aux difficultés des assurés sociaux les plus en difficulté, les plus loin, ceux pour lesquels aller à New York consulter un spécialiste, c'est compliqué, ou un résident d'EHPAD qu'il va falloir emmener en taxi, ou que la famille se prenne du temps pour emmener le papy ou la mamie à 40-50 km. C'est ça le sujet. Et c'est à ça que répond la télémédecine. C'est pas au temps médical. C'est aussi, finalement, vous parliez de choses que vous faisiez déjà par téléphone, c'est aussi permettre de sécuriser ce que vous faites. Aujourd'hui, vous le faites, c'est pas forcément tout à fait, des fois, autorisé, finalement, tel que par la réglementation. Là, aujourd'hui, la télémédecine vous permet de régulariser ce que vous faisiez, et en plus d'être rémunéré aussi. Et c'est vrai qu'il y a une organisation à mettre en place qui est majeure. C'est pour ça que dans la présentation, je parlais des EHPAD, des hôpitaux, ça a permis, il y a des structures, monsieur en parlait, la personne qui vient de Bretagne, les EHPAD, les maisons de santé, il y a une assise plus importante, c'est plus facile, entre guillemets, quand on est plusieurs pour organiser ce genre de choses. C'est plus simple. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui, comme je disais un peu tout à l'heure, une révolution. Il faut vraiment se poser autour d'une table et réfléchir tous ensemble à comment on fait, par quoi on commence, quel est notre but. Et par contre, c'est vrai qu'effectivement, ça permettra de mieux prendre en charge le patient et peut-être de façon plus sécurisée. C'est vrai que la vidéo, par rapport au téléphone, malgré tout, ça apporte un plus. Alors, peut-être pas dans toutes les situations, mais dans une majeure partie des situations, c'est quand même encore mieux de pouvoir échanger avec le patient de vive voix, enfin, de le voir en tout cas. Comment prenez-vous en compte alors la pénurie d'aides-soignantes, d'infirmières, de médecins coordonnateurs dans les EHPAD? Donc, vous avez en clair, à l'heure actuelle, dans les EHPAD du sud de Sèvres, des très grandes difficultés pour avoir ce temps de disponibilité pour accompagner votre résident dont vous parlez jusqu'à ce temps-là. Là, vous parlez des EHPAD. Après, vous avez évoqué aussi les personnes qui sont dans des réseaux ruraux très éloignés, etc. Est-ce que ces personnes âgées ont réellement Internet? Est-ce que savent se servir d'Internet? C'est déjà extrêmement compliqué. Quand vous êtes en plus dans une situation médicale fragile, c'est absolument illusoire de vouloir se servir d'Internet. Ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait un membre de la famille. Est-il disponible ou pas? Vous voyez, il y a outre, effectivement, la technologie, je me rends très bien compte que vous allez la résoudre à un moment ou à un autre. Mais après, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le facteur humain. Et à quel moment ce facteur humain va être pris en compte pour qu'effectivement il puisse y avoir un accompagnement, puisque l'accompagnement de la personne en fragilité, c'est d'abord de l'humanité, avant d'être un ordinateur, un iPad, un smartphone ou tout ce que vous voulez. On va répondre à tout ça, vous allez répondre rapidement. Il y aura des témoignages tout à l'heure justement d'expérimentation, enfin plus que des expérimentations, puisque c'est mis en place, et notamment à Pantrou ou à Guéret, où vous allez voir à Ribérac des choses qui sont mises en place. Ils vont nous expliquer, ils pourront peut-être répondre justement à ces questions de temps médical. Oui, mais je vous laisse répondre. Juste signaler que en fait, la téléconsultation, ça restera toujours un choix. Donc c'est vrai que si les conditions pour faire la téléconsultation ne sont pas réunies, il existera toujours la consultation. Donc c'est vrai que si c'est mieux de déplacer le patient s'il est en capacité de le faire, ce sera toujours quelque chose qui sera bien évidemment étudié. La téléconsultation doit se mettre en place quand les conditions sont réunies. Et ça n'a surtout pas vocation à remplacer l'humain. Enfin, Christophe Drapier l'a très bien dit, vous semblez opposer la prise en charge pour les personnes les plus fragiles, la prise en charge humaine à la télémédecine. C'est surtout pas ça l'idée, surtout pas substituer l'un à l'autre, c'est simplement éviter de faire prendre la route à des patients pour qui on sait que c'est délétère et de leur offrir quand même les réponses techniques adaptées à leur situation. C'est juste ça. En aucun cas ça ne doit remplacer de l'humain. On est tous d'accord là-dessus.
Merci à vous tous pour cette première intervention.